Bonjour. Bonjour à tous. On va laisser encore quelques minutes à chacun le temps de se connecter. Alors, j'ai l'impression que les premiers connectés arrivent à accéder au chat. Bonjour à tous. Bon, déjà, le chat fonctionne. Je vois bien vos interactions. C'est dans les questions. Je ne sais pas comment je peux supprimer ça. Voilà. Bon, je vous propose de commencer par une petite introduction. Alors, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intégration de la prévention dès la conception des espaces de travail. Autrement dit, il va être question de comment votre service de santé, de prévention et de santé au travail peut vous aider à concevoir ou à modifier des espaces de travail respectueux de la santé de vos équipes. Ce webinaire sera animé par Nicolas Coteau et Mathieu Laforge, tous deux ergonomes pour le service de santé au travail de Cholet et Saumur, STCS. Nous avons prévu de répondre à toutes vos questions à la fin de notre intervention qui devrait durer approximativement 30 minutes. Donc, quant à moi, je suis Émilie Boumard, chargée de communication pour le service, pour STCS. Je vous annonce rapidement les contenus de cette présentation. Notre intervention débutera par une présentation de la fonction d'ergonome. On enchaînera ensuite sur la présentation d'un cas pratique dans l'entreprise Altube, basée à Saumur, où nos ergonomes sont intervenus pour accompagner les équipes sur place dans l'aménagement d'espaces de travail. Et comme je vous l'indiquais, donc on consacrera quelques minutes à la fin de cette présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout au long de la présentation le chat qui est à votre disposition. Et ben, sans plus tarder, on va commencer par une présentation de l'ergonomie par Mathieu Laforge. Alors, bonjour à tous. Alors, petite intro rapide sur l'ergonomie. On ne va pas redétailler vraiment ce que c'est. Le but, c'est de vous dire que l'ergonomie, ça reste une science et qui vient piocher un petit peu dans plusieurs disciplines. Et c'est vraiment une science qui se base sur l'activité humaine au travail, en fait. Donc, ça vient englober tout ce qui va être en lien avec l'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une discipline qui est vivante, donc qui évolue dans le temps. Juste petit rappel historique, l'ergonomie, ça a vraiment démarré dans les années 50 et il y a ce qu'on appelle la SELF, donc Société d'ergonomie et de langue française, qui a été créée en 1964. Donc voilà, donc, pour ceux qui se posaient la question ou qui nous font des remarques des fois, « Oh, ça fait pas si longtemps », voilà, ça fait quand même un petit moment que ça existe. Donc voilà, donc on est aussi bien dans les conditions de travail que dans la conception d'outils, potentiellement aussi. Donc attention aussi pour les interlocuteurs. Alors, ça nous arrive souvent d'arriver dans des entreprises où on nous dit « Ah, voici l'ergothérapeute ». Alors, c'est deux fonctions qui tablent un peu quand même sur l'ergonomie de manière générale, mais qui n'ont pas tout à fait la même finalité. C'est-à-dire que l'ergonome va plus se concentrer, comme c'est écrit là, sur le travail grâce à l'analyse de l'activité, contrairement à l'ergothérapeute qui, lui, a pour mission vraiment de rendre les personnes autonomes sur tout ce qu'elles peuvent faire. Donc, que ce soit aussi bien chez eux, on les voit un petit peu moins dans le monde du travail, mais potentiellement, ils peuvent aussi agir. Et donc, eux, ils ont un public qui est vraiment beaucoup plus large parce que nous, on cible vraiment que les personnes qui sont en capacité de travailler. Donc, la principale différence, c'est que nous, on vient vraiment travailler sur l'activité, sur le travail, dans le but d'assurer la santé et la sécurité.
tout en gardant quand même un minimum de productivité pour que voilà, les entreprises puissent tourner et puis pour que les postes soient efficaces. Alors que l'ergothérapeute, lui, il a vraiment notion à adapter ça vraiment que pour la personne. Donc, c'est vraiment personnalisé. Et donc, du coup, il n'y a pas cette notion quand même d'efficience derrière qu'on peut retrouver dans le travail. Donc, effectivement, la ligne directrice pour l'ergonome, c'est vraiment le travail. Contrairement à l'ergothérapeute, tout, voilà, on est plus sur le patient. Donc, après quelques idées reçues sur l'ergonomie rapide, enfin idées reçues ou remarques, souvent on a le droit à des remarques du style ah, c'est bien d'avoir un œil extérieur ou c'est vrai que c'est du bon sens. Alors oui, il y a un petit peu de ça, mais effectivement, s'il y avait vraiment besoin que de ça, vous pourriez être beaucoup plus autonome là-dessus. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'activité, donc comment font les personnes. Et donc cette activité, elle est conditionnée effectivement par tous les paramètres, dont certains que vous maîtrisez, notamment le bruit, l'éclairage, etc. Ça peut venir conditionner comment les personnes peuvent travailler. Donc effectivement, quand on préconise des équipements ergonomiques, entre guillemets, ce n'est pas forcément ergonomique, mais c'est des outils qui sont plus adaptés à l'activité qu'on analyse. C'est-à-dire que des fois, on peut utiliser des outils, les détourner de leur fonction principale pour que ça vienne s'adapter du coup à l'activité dans laquelle vous travaillez. Donc effectivement, on appelle ça, les gens disent outil ergonomique, mais en fait, c'est juste un outil qui est plus adapté à l'activité. Et donc, effectivement, pareil, comme je vous l'ai dit en introduction, l'ergonomie, c'est une science qui vient piocher un petit peu partout. Donc, en fait, on n'a pas vraiment des normes ergo. C'est des référentiels qu'on peut retrouver aussi bien dans le Code du travail, dans les normes AFNOR, dans les recommandations de l'INRS. Il y a aussi des choses, c'est du retour d'expérience qu'on peut avoir par rapport aux interventions qu'on a fait en entreprise. Mais en aucun cas, on a des normes qui sont propres à l'ergonomie. Après, voilà, il y a des règles qui sont très souvent utilisées, notamment liées à l'anthropométrie des personnes. Effectivement, c'est des choses qu'on utilise rarement à l'extérieur de l'ergonomie. Donc voilà. Donc après, effectivement, dans l'analyse du travail, ce n'est pas forcément que les critères que vous avez en tête, environnementaux ou dimensionnels. Quand on met l'activité et donc l'individu au centre de la démarche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le vécu de la personne, l'apprentissage qu'il a pu avoir ou qu'il va avoir, ses compétences, son expérience et aussi son état de santé. Et donc ça, si on les prend en compte, on n'aménage pas tout à fait les postes ou l'activité de la même manière, ou aussi bien d'autres critères comme les flux ou l'organisation. Donc on a bien un individu avec tous ces paramètres qu'on ne prend pas tout le temps en compte, et puis du coup qu'on vient mettre dans un environnement. Donc là, pareil aussi, dans les aménagements qu'on peut faire, chose intéressante au-delà de tout ce qui est dimensionnel et environnemental, c'est tous les moyens que la personne peut avoir ou qu'on peut mettre en œuvre. On va tenir compte aussi de l'organisation et aussi du contexte. Parce qu'effectivement, le contexte, il est important en cas de croissance ou d'autres problématiques. On peut effectivement aménager le poste différemment. Donc, l'intégration de la prévention dans les espaces de travail, elle est intéressante si on utilise l'ergonomie comme porte d'entrée. Alors, il y en a plein, effectivement, mais l'avantage de l'ergonomie, c'est qu'on vient cibler des critères potentiellement auxquels on ne pense pas directement. Donc, si on reprend, il y a un document de l'INRS qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui présentait les 10 points clés pour aménager ou construire des nouveaux locaux. Donc, on le voit là dans les 10 points clés, organisation des espaces de travail, circulation, maintenance, éclairage. Voilà, on est très dans le dimensionnement, dans l'environnemental. On a aussi des choses un peu plus ciblées sécurité, les produits chimiques, la gestion des déchets, les incendies, les explosions, etc. Et donc, en fait, nous, on se base aussi sur ces points-là, mais potentiellement, on va travailler encore plus sur potentiellement les interactions entre les personnes. Est-ce qu'on a besoin de voir d'autres collègues, la communication? Est-ce qu'on a beaucoup d'échanges avec la partie bureau, l'usine, entre postes, entre lignes, le taux de charge des personnes? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on crée des nouvelles usines, on dit cette personne-là va faire ça, on a à peu près une idée en tête, mais on ne sait pas trop ce que ça représente en taux de charge. Donc, pour vous donner, par exemple, à titre indicatif, généralement, le taux de charge, quand on prévoit un poste, il doit être autour de 75%. On ne le met pas à 100% directement parce qu'effectivement, il peut y avoir des aléas, des imprévus. L'activité peut être
changeantes. Enfin, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte là-dessus. Donc après, nous, ce qu'on va regarder aussi, c'est tout ce qui est tâches prescrites et tâches réelles. Donc la différence entre l'activité et puis les procédures potentielles qui ont été mises en place. Donc effectivement, il peut y avoir souvent un décalage. On a prévu que les gens allaient faire comme ça, mais la réalité terrain va faire que c'est tout autre. Donc il y a des adaptations à faire. L'organisation n'est pas forcément adaptée. Donc effectivement, si vous respectez tous les 10 points clés donnés par l'INRS, ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'accidentologie ou de déclaration de maladie professionnelle. Il y aura aussi tous ces critères à prendre en compte en plus. Donc effectivement, ça fait énormément de critères si on rajoute cela. Et puis il y en a encore plein d'autres. Mais voilà un petit peu la plus-value quand on se concentre sur l'activité et vraiment sur le cœur du travail, on récupère tous ces critères-là qui peuvent vraiment amener des modifications par rapport à l'initial sur ce qu'on imaginait sur le poste. Donc, je te redonne la main, Nicolas, pour l'exemple sur Altube d'application de l'ergonomie. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis ergonome dans la région de Saumur. Voilà. Je vais passer. Mathieu, tu veux faire celle-là ou je fais celle-là? Pas de problème. Je vais prendre le lead. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer une étude de cas qui a été faite chez Altube, donc entreprise qui fabrique des flexibles en aluminium pour de l'emballage, donc pour des produits pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires. Voilà. L'objectif, un peu de vous montrer, c'est que nous, ergonomes, on peut être appelés à différents moments. En général, là, l'objectif, c'est de vous montrer qu'on est plutôt appelé sur l'ergonomie corrective plutôt que de l'ergonomie de conception ou prospective, mais quoique, on va vous montrer après les différents aspects. Donc, pour vous montrer, voilà, donc ergonomie corrective, on est plutôt sur une situation qui est passée ou présente. En général, on nous appelle parce que des collaborateurs ont potentiellement des douleurs, membres supérieurs, dos, membres inférieurs, et qu'on souhaite régler cette problématique. Donc là, c'est un peu le cas d'Altube, de montrer que on voit qu'il y a des problématiques, que les salariés, les collaborateurs sont en souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc ça, c'est la première situation. Donc là, on est sur du repérer, on va dire, la situation qui pose problème et après pouvoir effectuer des propositions et réaménager le poste. En second, on a tout ce qui est ergonomie de conception. Donc là, on est aussi sur, d'un point de vue temporalité, présent et futur. Là, on est plus sur j'ai une création de bâtiment dans les mois, dans les années à venir, moi plutôt, et de nous appeler plutôt à la source pour qu'on puisse prendre en compte toute cette activité et de se dire, bon, peut-être qu'on va penser à certaines situations, donc je ne sais pas, la gestion des flux, mais il faudrait peut-être penser aussi au fait qu'il y a un collectif de travail aussi et que peut-être que les équipes ont besoin de travailler ensemble et on se rend compte que si on les positionne à tel endroit dans l'atelier, à telle distance, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vrai que plus on est appelé tôt, mieux c'est. Voilà. Et puis pour terminer, l'ergonomie prospective. Bon là, on est plus sur on a, pour donner un exemple, un produit qui pose problème. On se rend compte que par exemple, il y a un clipsage qui est difficile. Pourquoi pas revenir en amont sur le dessin carrément, sur de la conception un peu en style UX. Pour modifier le produit, pour réduire cette douleur quand je viens clipser la pièce. Voilà, on peut aussi être là-dessus. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer que l'intervention qui a été réalisée chez Altube était plutôt du correctif. Pourquoi? Parce que l'entreprise nous a appelés du fait que les salariés d'un poste contrôleuse, donc en fait, pour vous expliquer, tous les tubes qui sont fabriqués dans l'entreprise sont contrôlés. Donc, il y a différents contrôles possibles. Ça va de l'étanchéité jusqu'au fait qu'il y ait des fuites. Donc, fuite, si le tube s'écrase correctement ou pas et que la matière ne sort pas, la couleur, le fait que à l'intérieur du produit aussi, il n'y ait pas un dépôt qui se produit. Bon, voilà, il y a différents tests qui sont effectués et la problématique venait de là, c'est que du coup, les contrôleuses qualité avaient surtout des problématiques en termes d'épaule.
en termes d'épaule, et il souhaitait qu'on puisse aussi revoir l'organisation d'un point de vue flux, parce qu'il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de déplacements aussi. Je vais vous présenter tout ça maintenant. Voilà. Donc, tac. Donc, pour plutôt se baser par rapport aux indicateurs, c'est vrai qu'en ergonomie, on aime bien montrer les différents aspects. En général, on le voit plutôt sur du vert, orange, rouge. Bon, nous, on aime se démarquer, mais c'est potentiellement la même chose. Donc, quand on réalise nos interventions ergo, on se base par rapport à cette colorisation-là. Donc, jaune foncé recommandé, il n'y a pas forcément de transformation. On va dire qu'il n'y a pas d'inconfort particulier, l'activité peut continuer dans ce sens-là. Il n'y a pas forcément d'aménagement à effectuer, même si on verra qu'il y en a toujours de possible, surtout au vu de l'évolution des années avec tout ce qui se passe. Jaune clair, contraignant, on va dire qu'il serait bien de mettre en place des transformations si on ne souhaite pas altérer la santé, les maladies professionnelles, les accidents de travail, sachant qu'on prend en compte les caractéristiques, les aptitudes physiques aussi, forcément des collaborateurs. Donc, il serait bien de mettre en place des transformations. Et puis jaune, bon, le terme est un peu fort, mais c'est pour montrer que si on continue comme ça, on est amené à avoir des accidents du travail, des maladies professionnelles, et que par rapport aux préconisations qui sont faites de la santé, on peut le voir ici à droite, par exemple, on a pris dans l'INRS, il y a des préconisations qui sont faites d'un point de vue biomécanique, et que si potentiellement on arrive à, par exemple, je ne sais pas, les bras qui sont en flexion par rapport au tronc supérieur à 90, et qu'on le fait tant de fois dans la journée, là, d'un point de vue santé, d'un point de vue fatigue, au niveau des épaules, on est sur une situation qui est très contraignante, donc qui est inacceptable. Donc voilà, l'objectif c'est de graduer un peu tout ça, c'est de montrer que pour cette situation-là, il serait bien de travailler maintenant. Si on voit qu'après la situation jaune, on a beaucoup de rouge, travailler sur ces situations-là, et puis après graduer et monter jusqu'à, même si c'est une petite transformation, sur du jaune clair. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Tac. Pourquoi ça n'avance pas? Voilà. Donc en ergonomie, on aime bien, en général, on a une demande de l'entreprise et on aime bien la reformuler, déjà pour montrer que potentiellement on a compris aussi cette demande. En fonction des interlocuteurs, la demande n'est pas la même. Ici, je ne sais pas si je lis ou pas la demande de base, je peux. Donc la demande de base qui était quand même, voilà, on a les contrôleuses qualité qui ont plusieurs sollicitations au niveau des épaules, plusieurs actions sont en cours. Donc l'entreprise a déjà aussi pensé, ils ont déjà remarqué qu'il y avait des situations qui pouvaient travailler. Donc moi, j'ai plutôt amené mon expérience sur l'ergonomie au global, sachant qu'eux ont déjà travaillé, je vais vous le présenter, sur des aspects d'aménagement d'un point de vue contrôle propre. On verra par la suite. En tout cas, la demande était qu'on souhaiterait soulager rapidement les contrôleuses qualité, sachant qu'il y a déjà des modifications des appareils utilisés, et qu'on souhaiterait revoir l'organisation complète du poste, d'un point de vue de disposition, du mobilier, des plans de travail, également les flux. Donc voilà, c'est pourquoi ils nous ont sollicités. Donc après ma première venue et les observations, du coup, j'en ai fait une reformulation, un petit résumé pour faire simple, pour montrer qu'il y avait certaines situations telles que le contrôle avec les outils qui amenaient des postures très contraignantes, inacceptables, d'un point de vue rouge, que je vous ai présenté au-dessus, avec les bras en flexion supérieurs à 90, et qu'il serait bien de penser déjà à travailler sur ces situations-là. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'amener des aménagements d'un point de vue technique, mais aussi organisationnel et spatiaux. Donc là, on était sur une demande assez complète. Donc là, pour vous présenter un peu, ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est qu'on fait le comparo entre la tâche prescrite et la tâche réelle, ce que le salarié réalise vraiment. En général, on demande les fiches de poste
aux entreprises. On ne les a pas toujours. Dans cette situation-là, on ne les avait pas. Bon, là, c'est pas super important, mais c'est quand même de montrer que on leur demande, d'un point de vue prescrit, d'effectuer des tests avec différents appareils. Et d'un point de vue réel, j'ai divisé ce que j'ai pu identifier. C'est compliqué, hein, des fois, de se dire qu'il y avait plusieurs contrôleuses à observer. Donc, j'ai divisé, on va dire, ce que j'ai pu identifier comme situation de travail qui posait problème en plusieurs points. Donc, la première, tout ce qui est effectuer les tests en position debout, assise, on le verra, donc je l'ai mis en jaune clair. Les déplacements en lien avec les différentes zones en fonction du positionnement des lignes. Les positions, la gestuelle contraignante en fonction des tests réalisés, qui est rouge. Et puis, une autre problématique sur tout ce qui est éclairage. Voilà, c'est un poste de contrôle. Donc, l'éclairage est très important. Voilà. Donc, je vais vous présenter ces différentes situations de travail-là. Voilà. Émilie, moi, ça ne marche pas quand j'avance. Ah, je vais cliquer sur la slide. Non, c'est bon. Ok. Donc, première situation, la position de travail prolongée, on va dire debout. Bon, là, on voit que l'entreprise avait déjà mis en place les tapis anti-fatigue. Je pense que pour certains, c'est assez connu quand même. Bon, voilà, c'est des tapis qui permettent d'éviter les sollicitations au dos, aux membres inférieurs. On le voit souvent dans l'industrie pour des postes où on n'a pas forcément, où le piétinement est important. L'exemple que je donne, c'est que c'est un petit peu un petit nuage. On va éviter ce côté pied dur sur le sol. Là, ce qu'on peut voir, c'est que l'entreprise avait déjà mis en place des choses. C'est super bien. Donc, on réduit déjà peut-être cette situation qui aurait pu être rouge si on n'avait pas de tapis anti-fatigue. Mais on se rend compte que, au vu du positionnement des tapis, en fait, la contrainte est toujours présente. Là, on peut le voir sur les trois photos. La situation 1 où la nervure du tapis, on va dire, le bord du tapis est nervuré, ce qui amène un déséquilibre. Et puis sur la troisième photo, on peut le voir qu'il n'est pas forcément il est à fleur du poste, mais quand on travaille sur un poste en position debout, en général, ce qu'on observe, c'est comme sur la photo 2, c'est que le collaborateur vient se coller à ce plan de travail. Donc, c'est vrai que là, c'est montré que l'entreprise a mis en place des bonnes choses, mais le positionnement n'était pas forcément bon. Donc là, ça peut paraître anodin, mais voilà, comme proposition assez simpliste, forcément repositionner le tapis et pouvoir le faire déborder en dessous du poste. Mais on pourrait aussi se dire, c'est des postes avec des contraintes importantes où on doit se déplacer pour aller chercher des pièces à tester par rapport aux différentes lignes. Donc se dire, est-ce que au lieu d'avoir un tapis anti-fatigue qui ne bouge pas, partir plutôt sur des semelles anti-fatigue, des semelles orthopédiques, où le collaborateur pourrait avoir ce système partout sur lui. Voilà. Donc ça, sachez que ça existe, il y a des entreprises qui le font, des professionnels. On peut aussi trouver des semelles dans le commerce, même si c'est moins adapté, on va dire, à chacun. Et puis en troisième, se dire, c'est une situation de travail, c'est un poste où on est toute la journée en position debout. Pourquoi pas penser à des sièges assis debout. Là, l'entreprise en avait, mais pas forcément avec des dossiers. Et se dire, la mise en place d'un siège assis debout avec un dossier permettrait quand même ce soutien au niveau lombaire qui permettrait d'éviter de travailler aussi sur la chaîne abdominale. Voilà. Donc voilà pour la première situation. Ça peut paraître anodin, mais sur une journée, quand on est toute la journée en position debout, c'est quand même super important. Voilà. Émilie. Bon, là, c'est bon. Deuxième situation. Donc là, c'est par rapport au test. Je pense que c'est la problématique la plus importante. C'est de montrer que, en fonction du test réalisé, là, vous avez 3 exemples. Donc, guillotine, le fait d'écraser le tube, voir si le produit, on va dire, s'écrase complètement ou s'il prend une forme, le porosimètre par rapport à l'étanchéité, l'épaisseur de joint, si le tube est assez épais ou pas. Il y a des normes, il y a des préconisations qui sont faites là-dessus. C'est de montrer que, par exemple, pour le poste de porosimètre, on a déjà un plan de travail non réglable qui fait 90 cm de hauteur. Et en plus, on a un test qui fait 62 cm. Donc, imaginez pour une collaboratrice qui pourrait faire 1,50 m, elle va monter le bras plus haut que
que son cœur, que sa tête, et de montrer que sur la journée, on estimait que cette situation-là était faite plus de 300 fois. Donc là, on est quand même source de maladies professionnelles, d'accidents du travail qui pourraient être amenés. Donc, c'est de montrer que simplement se dire, pourquoi pas penser à un plan de travail réglable électriquement en hauteur. On va dire que c'est la base. Si on souhaite diminuer cette problématique-là, mais on pourrait aussi se dire, pourquoi pas mettre une estrade, un marchepied, une plateforme, c'est déjà ce que l'entreprise avait fait, mais on se rend compte aussi qu'il faut penser que ça peut aussi amener des problèmes en termes de chute. Et qu'en général, on se rend compte que ce n'est pas forcément déplacé, que c'était déplacé au début, mais qu'après, ça ne l'est plus. Donc là, c'est montrer aussi que, certes, ça peut paraître basique, mais sur une journée de travail, quand on a un test de porosimètre, un test de guillotine, pareil, on va aussi le réaliser plus de 200 fois, et sur 2 tests, au bout de la journée, ça fait beaucoup. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que d'un point de vue ergonomie, j'aurais pu accompagner l'entreprise par rapport au test et se dire pourquoi pas modifier le porosimètre. La demande n'était pas forcément le cas parce qu'elles avaient déjà travaillé là-dessus. Elle avait déjà réfléchi au fait que par rapport au porosimètre, la photo du milieu, trouver une sorte de poignée qui viendrait descendre ce niveau. Donc, quand on vient de devoir monter le test, se dire au lieu de le monter à chaque fois pour effectuer le test, avoir une poignée qui viendrait, au lieu de le prendre à 100, 150 cm de hauteur, le prendre déjà à 120. Voilà. C'est un petit détail qui fait que, pareil pour la guillotine, la hauteur devait être au niveau des yeux quand on devait tester l'écrasement. Pourquoi pas, on pourrait pas partir sur une caméra et se dire, on a une caméra, on le voit sur l'écran, on peut être en position assise ou debout, mais se dire qu'on n'est pas forcément en flexion au niveau des bras. Autre test de dévissage, vissage de bouchon, se dire on ne peut pas prendre une visseuse électrique au lieu d'éviter ce côté rotation du poignet. Donc ça aussi, c'est des situations sur lesquelles on peut intervenir, mais c'est vrai que l'entreprise y avait déjà pensé, donc c'est super. Voilà pour cette situation-là. Émilie. Alors, dernière situation par rapport à l'éclairage, je vais vous présenter après. La demande était quand même par rapport au positionnement des plans de travail, par rapport au déplacement. Donc déjà, dans un premier temps, on a eu pas mal pendant mes observations, c'est vrai qu'on vient nous chercher souvent pour la demande de départ, mais on se rend compte qu'il y a plein de petites demandes qui ne sont pas forcément prises en compte. Donc la problématique était par rapport à l'éclairage. C'est vrai que là, j'ai pu mettre, il y a des préconisations qui sont faites par rapport à l'éclairement minimum. Ici, je les ai entourés, donc potentiellement pour du travail de bureau ou du travail, on va dire, normal, on est plutôt sur du 200 lux, alors que pour du travail de contrôle, on serait plutôt sur du 600. Là, on va se rendre compte, c'est l'objectif que je voulais vous montrer là, c'est que, on le verra sur la slide suivante, c'est que déjà, avec l'éclairage qui n'était pas à 600, elle était autour des 200, on arrivait déjà à une gêne d'un point de vue activité, de montrer qu'il y a une brillance sur le tube. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la photo ou pas, mais c'est de montrer que il faudra prendre en compte l'éclairage par rapport au positionnement des plans de travail dans le futur, mais qu'il faudra aussi prendre en compte ce positionnement et ne pas altérer l'activité. Aujourd'hui, on a déjà une gêne, on voit cette brillance. Demain, prendre en compte le positionnement des luminaires pour ne pas altérer cette situation-là. Voilà. Donc la problématique, c'est que j'ai proposé en parallèle de faire des mesures sur les différents postes et de montrer que il y a des postes où l'éclairage n'est pas forcément suffisant et d'autres peut-être où c'est trop. Voilà. Donc je suis venu avec mon petit matériel de mesure. Lily. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc j'ai fait. Donc ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y avait 3 zones. Il y avait 3 zones par rapport à la demande. Donc un atelier cosmétique, pharmaceutique, et il y avait une salle blanche. Donc là, on va vous montrer juste par rapport à l'atelier cosmétique. Donc en fait, j'ai fait une modélisation du avant, du pendant, du après. Donc j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle MapImplante. On peut aussi utiliser SketchUp. Je pense que c'est assez connu. Montrer que c'est le logiciel qui permet une modélisation 3D. Donc ça, c'est assez puissant, on l'utilise assez souvent, de montrer que de faire une vue d'ensemble et après de pouvoir travailler dessus. Donc là, vous le voyez là, sur la photo à droite. Donc en fait, j'ai demandé à l'entreprise de me donner le plan de la zone où j'ai mesuré tous les postes de travail au centimètre près
Ça a son importance, vous le verrez par la suite. Donc, j'ai mesuré tous les postes de travail et j'ai aussi fait du coup des mesures d'un point de vue éclairage pour montrer que là, sur ce plan de travail-là, on est peut-être un peu en dessous ou on est peut-être un peu au-dessus. Donc, je reviens à l'éclairage. Bon, là, on le voit sur les photos, c'est peut-être pas trop parlant parce que sur les photos, c'est difficile de le montrer. On voit une photo après-midi, une photo matin. C'est pour ça que je suis retourné 2 fois sur le terrain pour montrer que les collaboratrices, les contrôleuses qualité de matin, d'après-midi, n'avaient pas forcément de gêne d'un point de vue éclairage, alors que celles du matin avaient des difficultés et c'était sombre. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est important. L'éclairage, peut-être, si vous vous basez par rapport aux normes, à un instant T, voilà, on voit que c'est au-dessus, on voit que c'est en dessous peut-être, mais l'objectif quand même, c'est de montrer que l'activité n'est pas seulement un point B, un moment précis, et qu'il faut prendre toutes ces problématiques-là d'un point de vue temps. Donc, j'ai fait les mesures sur différents moments. Donc là, on voit logiquement qu'on a différentes mesures. Si vous vous souvenez, il y avait une préconisation de 600 lux par rapport au contrôle et qu'on avait déjà des problématiques de brillance. Alors, imaginez si on suit les normes, si on suit les préconisations d'un point de vue 600, ce que ça va amener comme gêne. Donc, déjà, on est en dessous, mais comme quoi, les normes, c'est bien, mais il faut quand même prendre en compte cette activité-là. Voilà. Donc, proposition, il y avait à droite et à gauche des boîtes de lumière. Donc déjà aussi, ça a amené des problématiques de déplacement importants et de se dire, en fait, on ne va pas utiliser les boîtes de lumière parce qu'elles sont trop loin. Donc, première problématique, se dire, est-ce qu'on ne peut pas les rapprocher, tout simplement. Et puis en second, se dire, aujourd'hui, j'ai une gêne d'un point de vue densité d'éclairage, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à des filtres? Là, c'est à voir avec l'entreprise, à discuter, à faire un groupe de travail, à se définir si on ne peut pas mettre en place un système qui viendrait interférer entre le luminaire et puis le produit à contrôler. Donc là, c'est des tests à faire sur la couleur du filtre à mettre en place, l'opacité. Voilà. Donc là, c'est pas mal de choses à prendre en compte, qu'il faudra prendre en compte pour le positionnement des plans de travail. Voilà. Donc, pour le suivant, Émilie, je te laisse passer. Quand on a pris en compte toute l'activité, donc les déplacements, le fait de montrer que les plans de travail potentiellement étaient trop hauts et qu'il fallait mettre en place des choses sur certains points, la demande quand même globale était sur le positionnement des plans de travail. Donc là, vous voyez la photo de avant, plan de travail en forme de H. On se rendait compte qu'il y avait pas mal de déplacements sur la journée. De mémoire, une collaboratrice m'avait dit qu'elle faisait 16 km par jour, ce qui est quand même pas mal. Donc, si on peut réduire ces déplacements à se dire, je fais un test à gauche, je dois après aller de l'autre côté. Quand j'ai besoin d'aller sur le PC, il faut que j'aille au milieu, faire une gymnastique autour des postes. Donc, ce que j'ai fait à la restitution, j'ai imprimé, j'ai utilisé le logiciel MapMaplan comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai imprimé le plan que j'avais obtenu, j'ai imprimé les différents plans de travail que j'ai découpés et en fait j'ai proposé de faire un groupe de travail sur le positionnement qu'il était possible de faire. Donc l'objectif, j'ai ramené deux situations différentes, mais l'objectif, c'est pas d'obliger le collaborateur, la contrôleuse qualité, où il faudra aller là-dessus. Donc, je leur ai demandé de jouer avec ces différents plans de travail découpés sur le plan et de se dire, là, il serait peut-être bien de prendre en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le luminaire. Il serait peut-être bien de prendre en compte aussi peut-être votre activité par rapport à celle des régleurs, parce qu'il y avait aussi d'autres collaborateurs qui venaient sur le poste. Donc, premier temps, on a vu le avant. Deuxième temps, on a modélisé sur papier. Et puis après, je leur ai proposé de faire un chantier carton. Peut-être que ça peut paraître c'est pas anodin, mais quand on peut le voir à échelle, c'est quand même plus sympa et on se rend compte que là, peut-être que d'un point de vue réglementation sur le passage, on est peut-être un peu serré. Il y a deux collaboratrices qui doivent se passer à ce moment-là. Peut-être que là, il serait bien
d'élargir cette allée. Donc, j'ai en amont, pendant la réunion, distribué toutes ces préconisations. Le positionnement du plan de travail par rapport aux fenêtres, par exemple, le fait qu'il ne faut pas forcément avoir le luminaire au-dessus, mais plutôt sur les côtés ou derrière, pour éviter tout ce qui est réverbération, sachant que c'était des plans de travail en verre. Donc ça aussi, c'est plein de petits détails qui font que sur la journée, on peut quand même avoir des gênes. Donc là, vous voyez le pendant avec le chantier carton. Et puis le après. Donc au moins, ça a permis de se dire, je déplace pas les plans de travail automatiquement et se rendre compte, en fait, ça marche pas. Et de se dire, on a fait des tests, on n'a pas forcément mis les ordinateurs au même endroit pour pas avoir de gêne. Et puis on a aussi, quand même, le plus important, mis en compte l'activité et mis le collaborateur au centre de cette intervention économique. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur le peu que je vous ai présenté. C'est pas facile en 30 minutes, mais en tout cas, n'hésitez pas pour les questions. Voilà. Alors, comme le disait Nicolas, on va justement passer effectivement à vos questions. Vous pouvez utiliser le formulaire qui vous est proposé, le système de chat. Il y a une première question qui revient quand même assez régulièrement, c'est la notion de coût. Combien ça coûte de faire intervenir un ergonome en entreprise pour être conseillé sur de la conception d'espaces de travail? Mathieu. Qui veut répondre, Mathieu, Nicolas? Eh ben, ça coûte. En fait, c'est déjà compris dans vos cotisations. Aujourd'hui, vous avez des cotisations par rapport au service de santé au travail et ça n'inclut pas effectivement que vos visites médicales. Il y a aussi potentiellement les interventions des ergonomes, des psychologues du travail, etc. Tout ça, ça fait partie des cotisations. Donc, en fait, voilà, c'est inclus dedans. On a une deuxième question. Alors, mes salariés n'ont pas de problème de santé particulier. Est-ce que je peux quand même vous faire intervenir? Bien sûr, je vais prendre la parole, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ergonomie corrective en général plutôt, mais plus on est appelé en amont, mieux c'est. On peut se rendre compte de tous les aspects de l'activité. Voilà pour ce point-là, sachant que ce qui est intéressant quand même, c'est que les collaborateurs soient acteurs de leur santé, de leur sécurité. Donc, je trouve que c'est vachement pertinent. C'est pour ça que le STCS propose les formations PRAP, en prévention des risques à l'activité physique. Donc, il y a deux modes. On pourra vous présenter un peu ce qu'il en est. Mais c'est vrai que ce genre de formation amène à ce que le collaborateur soit des mini-préventeurs, des mini-ergonomes et de réduire potentiellement les accidents de travail et de se rendre compte que c'est eux les experts de leur activité et qu'il serait bien de les prendre en compte au plus tôt. Donc, cette formation-là permet quand même de leur donner les outils pour qu'ils puissent trouver, identifier les situations à risque et pour que avec les collaborateurs, on puisse travailler ensemble. Voilà. Je trouve que c'est vachement important, sachant que les formations PRAP pour cette année sont, comme l'a dit Mathieu, c'est pareil, vous n'avez pas de cotisation à payer en plus. On le verra dans les années à venir. Normalement, peut-être que ça le deviendra. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Une autre question qui concernait les délais pour réaliser une intervention. Je viens d'y répondre sur le chat. On est aujourd'hui, en fonction des équipes, on est entre 2 semaines à 1 mois pour répondre à la première demande. On me demande également s'il faut s'adresser aux médecins. En tout cas, à qui s'adresser quand on a cette demande d'accompagnement dans un projet de conception? Elle peut être adressée directement aux médecins. Ils peuvent toujours nous l'adresser aussi, mais il faudra qu'on repasse quand même par le médecin pour l'officialiser, qu'il soit au courant. Et puis après, peu importe, qui récupérera l'intervention derrière. Nous, on se répartit les demandes en fonction de l'activité, du taux de charge de chacun, etc. Mais en tout cas, oui, c'est quand même mieux de passer par le médecin pour faire une demande. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, si des questions vous viennent après cette intervention, vous pouvez toujours contacter donc, les équipes de STCS. En passant sur notre site internet, vous avez les coordonnées de toutes nos équipes médicales.
Je peux également vous rappeler l'adresse mail de notre pôle prévention. Donc, pôle.prévention@stcs.fr. N'hésitez pas à revenir vers nous même après cette présentation. Donc, les rencontres santé-travail ne sont pas terminées. On est à notre 2e jour. Présence Pays de la Loire vous propose des webinaires tout au long de la semaine. Vous pouvez encore vous y inscrire. Quant à STCS, nous proposerons vendredi une visite des locaux d'Altube pour justement se rendre compte en situation des aménagements qui ont pu être réalisés. Alors, cette visite est déjà victime de son succès, on va dire. Elle est déjà complète. Voilà. Je vous remercie pour votre participation. Merci Nicolas et Mathieu. Merci à vous. Et puis, à bientôt pour répondre à toutes vos questions si jamais vous en aviez besoin. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Merci de la participation. Au revoir.